Assouan, à 800 km au sud du Caire. Assouan, la porte de l'Afrique. Sur le Nil, c'est ici que s'achève le voyage des felouks et des bateaux de croisière. Ils n'iront pas plus loin. Car en amont se dresse ceci, le Haut Barrage, l'un des plus imposants du monde. 4 km de long, 17 fois le volume de la pyramide de Khéops. Grâce à lui, l'Égypte maîtrise enfin les imprévisibles crues du Nil, dont dépendait depuis toujours la vie et l'équilibre du pays. Déjà au début du siècle, un premier barrage avait tenté de contenir le fleuve, sans grand succès. En 1960, le président Nasser déploie les grands moyens avec le Haut Barrage. Il crée ainsi un immense lac qui se déploie sur 500 km de l'Égypte au Soudan. On l'appelle le lac Nasser. Mais les eaux en montant doivent engloutir 22 temples de l'Égypte ancienne, dont le très célèbre Abou Simbel. Un temple miraculé. Le jour se lève et seules 2 personnes ont le bonheur de profiter du calme du temple. Rabbi Sambou et son fils attendent que sonne 7 heures pour ouvrir le monument au public. Pendant 25 ans, Rabbi a été le gardien d'Abou Simbel. Aujourd'hui, c'est son fils qui a pris possession du sésame, cette grande clé de cuivre. Avant moi, c'était mon père et mon oncle, les gardiens du temple. Ensuite, ça a été mon frère, et puis moi. Et maintenant, c'est mon fils. Cette clé, tout le monde veut la voir. Les touristes veulent être pris en photo avec. C'est un trésor. Avant l'arrivée des visiteurs, le fils de Rabbi nous offre quelques minutes, seul dans la salle cour, où Ramsès II nous accueille. Le pharaon apparaît ici dans toute sa gloire, fustigeant les Africains ou les Libyens. Un moment saisissant, comme au temps des premiers explorateurs, avant le grand déménagement. Le déménagement, en 1963. L'eau du lac monte déjà et menace le temple. Sous l'égide de l'UNESCO, toute la communauté internationale est mobilisée pour déplacer ces colosses, sculptés dans la montagne. On commence par les découper avec de fines lames pour ne pas laisser trop de traces. Chaque bloc est numéroté. Et le visage de Ramsès s'envole bientôt dans les airs. On déplace le temple depuis les bords du Nil, en bas à droite, jusqu'au sommet de la montagne, 64 mètres plus haut. Pièce par pièce, le grand puzzle est reconstitué. Après 4 années de travaux, Abou Simbel est sauvé des eaux et Ramsès II n'a rien perdu de sa sérénité. Sur le lac, agité ce matin,
Voici Constanza da Simone, archéologue pour l'UNESCO. Elle n'était pas née quand le temple a été transporté, et pourtant, elle connaît tout du grand déménagement. Il y a eu beaucoup de projets très avancés par divers pays pour le sauvetage du temple. Par exemple, le projet italien, c'était de couper totalement le temple en un seul bloc, avec la montagne sur laquelle il se trouvait. Parce qu'ils pensaient que sauvegarder le temple, c'était aussi sauvegarder le contexte dans lequel il était inséré. Le projet des Polonais, c'était de construire une digue autour du temple pour l'isoler au sec. D'autres ont aussi pensé qu'il pouvait être submergé, protégé par une coupole, et qu'on aurait pu le visiter grâce à un ascenseur. Finalement, le projet qui a été retenu, celui de le tailler en bloc, est apparu comme le plus sensé, mais aussi le moins coûteux en termes de budget. Il faut savoir que le sauvetage d'Abu Simbel a quand même coûté 36 millions de dollars de l'époque. 36 millions, financés par une cinquantaine de nations. Avec Abu Simbel, un concept révolutionnaire est né. Celui de patrimoine mondial de l'humanité. Désormais, les grandes œuvres de ceux qui nous ont précédés sont considérées comme l'héritage de tous les hommes. Tous doivent pouvoir en profiter et tous ont le devoir de les conserver. Regardez, ceci, c'est le pylône d'entrée des temples égyptiens. Seulement, celui-ci n'est pas lisse comme d'habitude. Il est sculpté avec ces 4 colosses qui représentent Ramsès II. Et les figures plus petites qui se trouvent au pied de Ramsès, ce sont les membres de sa famille. Vous voyez au-dessus, on voit des traces de coupure. Vous les voyez? On pourrait croire que ce sont des marques laissées par le temps. On ne les voit pas vraiment. Il faut être attentif. Il faut les chercher presque pour les voir. Les traces de la coupe sont les seules marques du déplacement. Le temple a été remonté à l'identique et certains blocs ont même retrouvé l'emplacement exact de leur chute. On voit l'oreille. Et ça, c'est le Némès, la perruque qu'il portait. C'est énorme. Ce morceau par terre aujourd'hui, cela donne une bonne idée de leur gigantisme. L'orientation du monument par rapport au soleil a elle aussi été conservée, pour permettre à la lumière d'entrer dans le temple, comme au temps des pharaons. Quand on arrive de l'extérieur, on voit bien que le niveau du sol se soulève petit à petit, alors que le plafond s'abaisse peu à peu lui aussi. Et cela produit une sorte de rétrécissement qui emmène vers ce qu'on appelle le Saint des Saints, là où se trouvent les statues des divinités auxquelles sont dédiés ce temple. Ces divinités, les voici. Réorakti est assis à côté de Ramsès, qui jouxte Amon et Ptah. 2 fois dans l'année seulement, le soleil entre tout au fond du temple et vient illuminer quelques minutes ces visages divins, aujourd'hui artificiellement éclairés. Le reste de l'année, il demeurait dans la pénombre. Ce phénomène d'illumination des statues par les rayons du soleil, qui a lieu le 22 février et le 22 octobre, serait lié le 22 février à la naissance de Ramsès et le 22 octobre à la date de son couronnement. Mais on ne sait pas vraiment si c'est vrai et comment tout cela a pu ainsi être prévu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, après le déplacement du temple, le phénomène se produit encore. Parfaitement conservé, le temple de Ramsès et celui de Néfertari sont les seuls vestiges du village d'Abu Simbel. Avant, à Abu Simbel, il y avait des maisons, des jardins, des mosquées.
110 000 habitants ont dû quitter cette région que l'on appelle la Nubie et abandonner leur habitat de terre crue pour laisser place au lac. Direction le nord d'Assouan, à 400 km, où le gouvernement leur a donné des maisons en dur et des terres cultivables. Abdelrahman faisait partie du voyage. Il était alors adolescent. Il y a 5 ans, il est revenu à Abou Simbel pour reconstruire une maison sur les bords du lac, dans la tradition nubienne. C'est une maison différente de toutes les maisons du monde à cause de cette porte. Cette porte nubienne, c'est la seule porte au monde qui parle avec l'homme nubien. Et l'homme nubien comprend le langage de cette porte. Quand la porte est fermée, mais que le loquet est ouvert, cela veut dire que les gens sont dedans, ce qui signifie « Bienvenue, vous pouvez entrer ». Si la porte est fermée et que le loquet est à moitié enfoncé, alors cela veut dire que les habitants ne sont pas loin. Ils sont chez les voisins. Donc attendez sur le banc ici, ils ne vont pas tarder. Enfin, si le loquet est complètement fermé, alors le visiteur comprend que personne n'est là et il s'en va. Là, le verrou est ouvert. On peut entrer. Une maison construite selon un plan très précis. Ici, c'est la pièce où les anciens habitent. Les parents, les grands-parents. Ça, c'est la partie des hommes. Et là-bas, la partie des femmes. Les bâtiments entourent une grande cour commune. Des maisons comme celle-ci, il y en avait des milliers en Nubie. Fabriquées en torchis, un mélange de terre et de paille, elles étaient ornées de dessins géométriques, aux couleurs vives. Intransportables, elles se sont dissoutes dans le lac. Abdel est nostalgique de cette époque, même s'il reconnaît que le lac leur a permis d'accéder à la modernité. On était conscients que la construction du barrage nous apporterait aussi des bonnes choses à nous, les Nubiens. Nous savions que nous avions un véritable problème d'enseignement. Dans toute la région, il n'y avait qu'un seul lycée. On a bien compris qu'avec la construction du barrage et notre déplacement, nous serions plus proches des villes et que nos enfants auraient accès à l'école, au lycée, à l'enseignement supérieur. Tout cela serait à notre portée. Je ne savais pas si j'étais content ou triste. Mais oui, j'étais triste de quitter ma terre. Mes souvenirs, les souvenirs de mes parents et de ma famille et de tous mes aïeux. Pour dédommager Abdel et tous les Nubiens déracinés, le gouvernement égyptien leur a donné un droit de pêche sur ce nouveau lac. Un droit qu'il loue à ces centaines de pêcheurs installés sur ces confettis de terre qui parsèment les flots. Maher et Karim sont pêcheurs depuis 15 ans. Maher est diplômé d'un BTS de commerce, mais il n'a pas trouvé de travail dans son village, près du Caire. Alors le lac est devenu son gagne-pain. C'est le lac qui me fait vivre. Toute ma vie est dans ce lac. Sans lui, je meurs. Maher a appris ici les techniques de pêche ancestrales, au filet et à la gaffe de bois. Démonstration.
Regardez, je fais du bruit avec cette gaffe et je tape des pieds. Les poissons l'entendent sous l'eau et ça leur fait peur. Alors ils s'échappent et se font prendre dans le filet. Et à chaque lancer de filet, la pêche s'avère fructueuse. Le lac est généreux. Regardez, c'est une belle prise. J'ai pêché un gros poisson de 4 kilos. C'est un poisson-chat. Et celui-ci, c'est une perche. Elle fait 2 kilos. Une fois, j'ai pêché une perche de 60 kilos. Un gros poisson. Il y a 2 ans. C'était ma plus belle prise. Elle était grande comment? C'était un très grand poisson, grand comme ça. Il faisait presque tout le bateau. La perche du Nil, c'est incontestablement la reine du lac. Les prises de 60 kilos sont fréquentes. On a même recensé une perche de 232 kilos. Mais dans le lac, les pêcheurs ont des concurrents. Les crocodiles. Ces eaux pures et poissonneuses sont pour eux idéales. Les crocodiles, c'est la passion d'Ahmed. Régulièrement, il va à leur rencontre sur cet immense lac. Il y a vraiment beaucoup de crocodiles dans ce lac. Là, l'eau est un peu agitée, mais on peut en trouver sur les bords, sur les plages de sable. Là, non, ça va pas. Il y a trop de cailloux. La chasse aux crocodiles est interdite sur le lac. Mais de temps en temps, le gouvernement mandate Ahmed pour attraper ce qui pourrait représenter un danger pour les touristes ou les pêcheurs. Bonjour. Vous avez vu des crocodiles dans le coin? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit d'aller de l'autre côté de cette montagne. Et sur la plage, on peut voir des traces de pas. Il est assez gros, il fait 5 mètres. Les pêcheurs et les crocodiles vivent côte à côte. Ils n'ont pas peur de cette proximité? Non, 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 non. Les crocodiles ne vont pas leur faire de mal, sauf s'ils leur tirent dessus. Ils vont attaquer. Ils vivent ensemble en paix. Tu me laisses en paix, je te laisse en paix. Inoffensif, et pourtant, Ahmed repère des empreintes sur le sable. Et il refuse que nous descendions de bateau. Je vois des traces de crocodiles là. On les voit bien sur la plage. Je pense que c'est une femelle d'1 mètre environ. Une mère qui protège ses œufs. Elle doit être cachée là-bas, dans les taillis. En nous voyant, elle peut se sentir en danger. Et alors, elle peut décoller, comme une fusée. Trop risqué pour regarder les empreintes de plus près. Mais un peu plus loin, une plage de sable à découvert. On peut descendre. Regardez là. Une trace fraîche avec les 4 doigts. Elle est de ce matin, celle-là. Quand le soleil est sorti, il est venu prendre un bain de soleil. C'est un gros crocodile? Non, 1 mètre, 1 mètre 50. Voisins des crocodiles, les scorpions. Scorpion. Un peu plus loin sur la plage, un bateau échoué, l'Imhotep. C'est devenu l'adresse de 4 ouvriers qui vivent ici et qui, comme Ahmed, sont passionnés de crocodiles. Et leur animal de compagnie, le voici. Il s'appelle Tiger. Il est comme un chat ou un chien pour vous? Non, ce crocodile,
C'est comme un fils, pas comme un chien ou un chat, non. Un fils. Il est totalement inoffensif. Il ne mangera personne. Il ne mange que du poisson et profite du soleil. Au soleil, sur cette terrasse en bois de plusieurs centaines de mètres carrés, avec une vue imprenable sur le lac et sur le désert. Ici, le temps semble ne pas avoir de prise. Le rêve d'Ahmed, c'est de transformer un jour l'Imhotep en hôtel-restaurant. On se croirait dans une villa au bord de la mer. L'été, on peut dormir ici, sur la terrasse. Il fait moins chaud. C'est comme la Riviera ici. Plage, soleil, sable chaud. L'Imhotep, ainsi que ce rail de chemin de fer abandonné, sont les seuls vestiges d'une autre étape de la campagne de l'UNESCO, celle du transport du temple d'Amada. Un temple isolé, moins célèbre que son voisin d'Abou Simbel. Pourtant, si l'édifice a une allure modeste, à l'intérieur, le spectacle est grandiose. Ces enduits finement sculptés, aux couleurs particulièrement vives, sont incomparables. Un chef-d'œuvre de la 18e dynastie, sauvé des eaux par des Français. C'était en 1964. À Amada se joue aussi une course contre la montre. Mais ici, il est impossible de découper le temple en morceaux sans abîmer ses splendides décors. Il est donc décidé de le transporter en un seul bloc. On le cercle de métal, on l'isole de ses fondations, et on le transporte par chemin de fer. Mètre par mètre, les rails sont démontés à l'arrière et remontés à l'avant. Le temple va ainsi parcourir 2,5 km en 3 mois. Avant de rejoindre son emplacement définitif, au sec. Nous repartons. Direction le nord du lac pour notre dernière destination, le temple de Philae, près d'Assouan. Il se trouve entre l'ancien et le nouveau barrage. Voici Docteur, c'est son prénom. Docteur a passé sa vie sur les chantiers archéologiques d'Égypte. Mais son plus beau souvenir, c'est indubitablement celui de Philae. Docteur a participé au transport du temple qui se trouvait initialement ici, sous les flots. Et il en est très très fier. Qui pourrait faire ça aujourd'hui? Hein? Qui pourrait faire ça? Regardez cette photo, on était puissants. Ça nous a pris une dizaine d'années, mais aujourd'hui ça prendra au moins 30 ans.
Les gens étaient forts comme du fer, pas comme les jeunes d'aujourd'hui. On levait les blocs avec courage, même lorsqu'ils étaient très lourds. Et ça, qu'est-ce que c'est, ces morceaux de fer? Ça, ce sont les restes de la digue que l'on a construite autour du temple. Dernier vestige du dernier déplacement des temples de Nubie. Avant la construction du haut barrage, Philae est déjà 9 mois de l'année submergée par les eaux retenues par le premier barrage. Mais avec ce nouveau projet, c'est le temple tout entier qui devrait disparaître. En 1972, l'opération de sauvetage débute donc. Ici, une autre méthode est utilisée. On construit autour du temple une digue de métal. Puis on pompe l'eau au centre, asséchant les abords du temple. Des tonnes de limons accumulés sont alors dégagées. Et dans la vase, on récupère un à un les blocs qui sont tombés. Nettoyage, brossage, le temple est totalement épousseté avant d'être démonté. Et il est remonté à quelques dizaines de mètres de là, sur l'île d'Agilkia. Le cercle de métal est désormais vide. Docteur est comme chez lui sur l'île d'Agilkia. Tout ça, ce sont des pierres que l'on a sorties et qui ont été restaurées. Celle-ci, celle-là et celle-là. Et bientôt, elles seront remontées. Regardez ce morceau-là. Il fallait trouver celui qui coïncidait. Ce sont 2 blocs qui vont ensemble. C'est moi qui l'ai trouvé. Vous voyez là, l'épaule? Ce sont 2 blocs. Je ne sais pas lire les hiéroglyphes, mais je sais les coller, comme un puzzle, comme ici. Venez, suivez-moi. Regardez, on voit les traces de l'eau. Elle arrivait jusque-là. Vous voyez les marques noires? Le sauvetage a permis de redécouvrir ce temple extraordinaire, dédié à la déesse Isis, la divinité la plus populaire du panthéon égyptien. Isis, accompagnée d'Horus et d'Hathor, accueille ici le visiteur. Au IVe siècle, l'empereur chrétien Théodose Ier tente de supprimer les cultes païens, mais Isis reste secrètement célébrée. Pour faire taire cette adoration, les chrétiens martèlent donc sur la façade les représentations des dieux. Ils sculptent des croix un peu partout et transforment le temple en église. À l'extérieur du bâtiment principal, voici le kiosque de Trajan, transporté lui aussi. Mais celui que Docteur préfère se trouve juste à côté. C'est le petit temple d'Hathor. Un temple qui n'a pas encore été totalement remonté. Une équipe d'archéologues italiens travaille encore régulièrement sur ces blocs, extraits de la vase. Ça, ce sont les blocs du plafond du temple d'Hathor. Et quand je verrai ce toit remonter, je serai vraiment heureux. En 1980, après 20 ans de travaux, la campagne de Nubie s'achève enfin. Tous les temples sont sauvés
et la magie peut continuer à opérer. Nous sommes le 22 février, il est 4 heures du matin à Abu Simbel. C'est la date présumée de la naissance de Ramsès II. Le jour se lève, et comme 2 fois par an depuis plus de 3000 ans, les premiers rayons ont l'inclinaison exacte pour atteindre le fond du temple, illuminant le visage du pharaon. Quelques minutes de soleil, inscrites pour toujours dans le patrimoine de notre humanité.